Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, TVR9 se déplace au manoir Rouville-Campbell pour discuter avec le chef du Bloc québécois et François Blanchet. Nous recevons Marie-Hélène Nadeau, préfète de la MRC de la vallée du Richelieu, pour nous parler de la dernière séance du Conseil et des enjeux actuels de la région. Visite en studio de Sabrina Brochu, conseillère en développement pour la culture, et nous invite à la traditionnelle chasse aux œuvres. Nadine Viau, mairesse de Belleuil, revient sur la séance du conseil municipal et des nouveaux projets à Belleuil. Martin Dulac, maire de McMasterville, discute du projet Nordvolt, de la patinoire réfrigérée et de la programmation des activités sportives. Finalement, couverture de la conférence de presse du Centre culturel Aurel Dubois pour les rénovations et la programmation des spectacles durant les travaux. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cette édition du Régional. Bonne émission. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Le gouvernement du Québec accorde plus de 5 millions de dollars à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour la construction de nouvelles casernes de pompiers. Le projet, attendu depuis plus de 10 ans, comprendra un garage de 5 portes, une salle de formation, des bureaux administratifs, des dortoirs et une cuisinette. On visera à répondre aux besoins de la communauté pour les 50 prochaines années, selon la mairesse Julie Lucier, qui salue une avancée majeure pour la municipalité. Le ministre Simon Jolin Barrette, député de Bordua, affirme que cette infrastructure modernisera les services de sécurité incendie et offrira de meilleures conditions aux pompiers et à l'ensemble des citoyens. L'aide financière provient du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales et inclut une bonification de 8 grâce à l'utilisation du bois dans la structure principale, une initiative alignée avec la politique d'intégration du bois en construction. Ce projet s'inscrit dans un investissement provincial plus large de 7 milliards de dollars destiné à améliorer les infrastructures municipales au Québec. Dès le 7 avril prochain, le service Exo à la demande bonifiera son offre de transport collectif en ajoutant des nouveaux arrêts virtuels dans les municipalités de Belleuil et Otterburn Park. À Otterburn Park, 3 nouveaux arrêts seront aménagés sur le boulevard Dormicourt, permettant de desservir le quartier Le Patriote. À Belleuil, 16 nouveaux arrêts seront ajoutés, notamment dans les quartiers résidentiels à l'ouest et au nord du club de golf Belleuil, ainsi que sur la montée du Prévert, un secteur qui n'était pas couvert jusqu'à maintenant. Le nouveau service permet aux résidents de réserver un trajet à la demande entre deux arrêts virtuels via une application mobile, en ligne ou par téléphone, jusqu'à 30 minutes avant le départ souhaité. Selon Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive chez Exo, les améliorations visent à rendre le transport collectif plus accessible et répondre aux besoins de la clientèle. Le service Exo à la demande est offert du lundi au vendredi de 5h15 à 21h30 pour le secteur de Belleuil et McMasterville et jusqu'à 20h30 pour Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park. Les fins de semaine et jours fériés, les horaires varient selon les secteurs. Face à la hausse des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, la MRC de la vallée du Richelieu met en place une nouvelle ressource en ligne pour aider les entreprises locales à s'adapter aux nouvelles mesures. Une page web dédiée centralise les ressources et les programmes d'aide disponibles, permettant aux entrepreneurs d'accéder plus facilement à l'information essentielle sans se perdre parmi les nombreuses annonces gouvernementales. Une ligne téléphonique est aussi disponible au numéro s'affichant à l'écran. Le service du soutien aux entreprises de la MRC de la vallée du Richelieu souhaite offrir un accompagnement personnalisé aux commerçants et manufacturiers touchés par les tarifs. Les élus de la ville d'Otterburn Park se portent volontaires pour plus de transparence en ouvrant certaines séances plénières au public. Dès l'adoption de nouveaux règlements, certaines rencontres entre les élus et la direction municipale seront tenues devant les citoyens 1 heure avant les séances du conseil municipal. Les caucus sont habituellement des réunions de travail à huis clos où l'on discute des orientations administratives avant leur adoption en séance publique. Désormais, Otterburn Park rejoint certaines grandes villes du Québec, comme Sherbrooke, Gatineau et Québec, qui ont déjà adopté des mesures similaires. Les séances concernant des dossiers sensibles comme les ressources humaines, les affaires juridiques et la planification financière resteront toutefois confidentielles. Les citoyens pourront assister aux discussions, mais sans interagir ni interrompre les échanges. L'ordre du jour sera disponible en ligne 72 heures à l'avance. Cette initiative répond à un engagement électoral de la mairesse Mélanie Villeneuve et de son équipe
et s'inspire des recommandations de la Commission Charbonneau sur la transparence municipale. Dès le 25 mars, les travaux pour l'aménagement de la voie réservée sur l'autoroute 20 reprendront entre Belleuil et Sainte-Julie. Les interventions, interrompues en novembre dernier, permettront de compléter les 4 derniers kilomètres du projet à la hauteur de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Des entraves à la circulation et des changements de signalisation sont à prévoir dans les prochains mois. Une fois terminée, cette voie de 13 km s'étendra de l'autoroute 30 à Sainte-Julie jusqu'à Belleuil et sera réservée aux autobus, taxis et covoitureurs de 2 personnes et plus. Rappelons que pour la voie direction ouest, 3 personnes sont requises pour y circuler en voiture. Le projet amorcé en 2023 représente un investissement de 172 millions de dollars et doit se poursuivre jusqu'en 2027 avec le prolongement de la voie de circulation entre les bretelles 102 et 105. Les objectifs sont clairs, améliorer la circulation, réduire le nombre de voitures en solo, favoriser la sécurité routière et prolonger la durée de vie de la chaussée. Les organismes de la région recevront plus de 180 000 dollars pour financer des projets destinés aux aînés. Dans la circonscription de Belleuil-Chambly, 81 000 dollars seront répartis entre plusieurs initiatives, dont le projet de la Maison de la famille de la vallée du Richelieu qui offrira des balades en cyclo-pouce. À Otterburn Park, la Légion royale canadienne recevra 4 000 dollars pour organiser des séances de bingo et l'achat de tablettes iPad. Du côté de Saint-Charles sur Richelieu, une somme de 25 000 dollars permettra l'installation d'un terrain de pétanque, tandis que Saint-Denis sur Richelieu obtiendra 14 000 dollars pour le renouvellement des équipements de loisirs de l'âge d'or. Ce soutien provient du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés qui encourage l'inclusion sociale et le bien-être des personnes âgées. Voilà, c'était le tour de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Évidemment, vous ne serez pas surpris que je vous parle d'agroalimentaire. Clairement et sans équivoque, le président américain a pointé ce qu'on appelle la gestion de l'offre. Un système qui a été mis en place pour assurer la sécurité des produits que vous consommez, que vous soyez dans le Vieux-Belleuil, au centre-ville de Montréal ou dans les régions du Québec. Des restrictions importantes que nous imposons sur l'usage des antibiotiques, des hormones, des médicaments, et un contrôle de prix qui offre non seulement une stabilité et une prévisibilité pour le consommateur, mais aussi une stabilité et une prévisibilité pour les producteurs d'œufs, de lait et de volailles dans les régions du Québec. Le président veut dire aux électeurs du Wisconsin, énormes, gigantesques producteurs de lait, qu'il va leur ouvrir le marché québécois et le marché canadien. Et ça se fait inévitablement au prix du système de la gestion de l'offre, et même au-delà de ça, au prix du modèle agricole québécois et soit d'une extrême concentration des entreprises ou soit d'un nombre dramatique de fermetures d'entreprises. Ces petits morceaux du marché protégé qu'est la gestion de l'offre, qui sont cédés une fois après l'autre dans le contexte actuel, ont déjà été dramatiques. Et il est inadmissible qu'on puisse même penser en céder davantage dans une négociation commerciale. Il y a la manière évidente. Si les Québécois décidaient, un par un, en mettant leur X, de faire en sorte qu'on soit assez nombreux pour avoir la balance du pouvoir, donc aucun gouvernement, qui soit libéral ou conservateur, puisse imposer sa volonté au Québec sans l'accord du Québec, je pense que la question ne se pose plus. Ce qui sera bon pour le Québec et le Canada, bien, tant mieux, on sera tous d'accord. Ce qui sera bon pour le Canada, pas nuisible pour le Québec, j'ai aucun problème avec ça. Ce qui sera bon pour le Québec, si c'est protégé, on va être là pour le soutenir. Est-ce qu'on veut prendre le risque que ça ne soit pas fait? Parce que M. Trump a déjà ciblé expressément le bois d'œuvre québécois, les produits laitiers québécois, la culture québécoise, l'aluminium québécois. À partir du moment où l'adversaire dans la négociation a dit les secteurs économiques du Québec, ceux-là, là, je les veux. Et que le gros de la négociation va tourner autour de cette espèce de dispositif autour du système bancaire de Toronto, industrie automobile, acier de l'Ontario, pétrole de l'Ouest. Le Québec risque d'être laissé sur le banc ou de devenir une monnaie d'échange, ce qu'on ne peut évidemment pas accepter. Et ça ne plaira peut-être pas aux adversaires,
Mais l'outil le plus puissant dans l'arsenal des Québécois pour se protéger contre M. Trump dans le contexte actuel, ça ne plaira pas aux autres, mais c'est le Bloc québécois. Mais un allié, c'est quelqu'un qui entre dans une relation librement consentie entre égaux. Je ne demanderai pas aux autres de nous faire des cadeaux, je ne leur en ferai pas non plus. On va devoir travailler rationnellement à ce qui est le meilleur intérêt de tout le monde. Le Canada est le principal partenaire économique du Québec aujourd'hui, très peu devant les États-Unis. Cette réalité-là ne changera pas du jour au lendemain, mais le danger, il est réel, il n'est pas avéré, mais il est réel. C'est que la dynamique de campagne tourne autour de l'Ontario et de Toronto, où le nombre de sièges qui vont être mis sur la table est beaucoup plus élevé qu'au Québec, et que le Québec ne devienne une espèce de monnaie d'échange, en effet, et que les chefs ne viennent pas beaucoup au Québec pour répondre aux questions des Québécois, ce qui nous ramènerait, en théorie, à la question du sondage, ou à l'enjeu, pas du sondage, pardon, du débat. Donc, il est important, mais on a, comme dit, la solution est comme simple à cet égard-là. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais il est exact que si le nombre de députés du Bloc québécois lui confère la balance du pouvoir, et ça ne m'appartient pas, ça appartiendra aux électeurs, c'est la meilleure protection possible pour nos intérêts, qui que soit le premier ministre du Canada. Et dans tous les cas, nous serons de bons collaborateurs. On aura les conversations qu'on doit avoir, parce qu'on a l'obligation, tout le monde, de mettre l'intérêt supérieur en avant de l'intérêt partisan. On s'entretient maintenant avec le chef du Bloc québécois, M. Blanchet, ainsi que la candidate, Mme Rouillard. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de retourner dans votre secteur? Est-ce que c'est un retour aux sources avant le début de la campagne? Oui. C'est pas un retour aux sources, en ce sens que je viens relativement souvent, pas autant que je voudrais, parce que le fait qu'on est en pré-campagne électorale depuis je ne sais pas combien de temps fait que souvent j'ai des journées de prévues pour venir voir mon monde. Puis, il arrive une crise nationale, puis là, on coupe la journée en deux, ou on annule la journée, on repart la semaine d'après. Je prends chaque occasion. Mais ici, là, c'était magnifique. C'est la Chambre de commerce. Je savais très bien que c'était une occasion en or. Et les circonstances ont fait que ça arrivait 2 jours avant le début de la campagne électorale. Donc, évidemment, il y a une pertinence de plus à venir ici aujourd'hui. Puis là, je vais me promener un peu dans le comté aujourd'hui. Puis je vais revenir plusieurs fois, comme plus que d'habitude dans la campagne. J'ai des activités qui sont nationales, mais que je vais détourner vers la circonscription un peu. Vous avez dit que c'était le temps pour les Québécois. Vous avez dit les Québécois ont la couenne dure. Les Québécois sont capables de se réinventer. Ça va être quoi les grands défis des prochains temps, vous pensez, pour la vallée du Richelieu? La vallée du Richelieu n'est pas dans les secteurs qu'on identifie comme étant les premières cibles de Donald Trump. Tu sais, c'est pas la forêt ou l'aluminium ou les minéraux. C'est pas ça, la vallée du Richelieu. Il y a des enjeux, par contre, qui sont un peu singuliers. Le tourisme n'existe plus sous le gouvernement de M. Carney, ce qui est un peu inquiétant pour l'avenir. Il y a des enjeux de ce type-là. Mais c'est beaucoup l'enjeu des petites et moyennes entreprises. Tant qu'on est dans la période où on menace, où on impose des tarifs plutôt qu'une négociation rationnelle, c'est la PME qui souffre. Parce que la PME, elle est objet de tous les tarifs, quel que soit le secteur d'activité. Une fois que la négociation est commencée, et mieux encore finie, la PME recommence son opération normale avec peut-être des différences et peut-être très peu de différences par rapport à comment on a des chaînes d'approvisionnement intégrées avec les États-Unis. Fait que c'est le court terme est difficile. C'est pour ça qu'on parle de mesures comme accès à des liquidités de transition, comme si jamais il y a des mises à pied temporaires d'un programme qui pourrait ressembler au programme de subvention salariale. On parle de subventions pour le soutien. L'argent des tarifs peut servir au soutien à augmenter la productivité, à développer des nouveaux marchés, développer des nouvelles technologies. Il y a tout ça qui peut soutenir les PME et faire en sorte qu'elles se retrouvent plus fortes au lendemain de la crise. Vous parlez justement de subventions fédérales là, dans un contexte où il y aurait des coupures. Dans quelle mesure, est-ce que je l'ai posé tantôt, dans quelle mesure on peut protéger justement les industries qui sont d'ici, comme vous avez parlé de la gestion de l'offre, les œufs, le lait, ces choses-là. Est-ce qu'il y a des manières politiques ou est-ce qu'on privilégierait aussi des projets de loi? Je sais que vous avez fait un projet de loi pour essayer de protéger la gestion de l'offre. Comment ça se passe, ça? Bon. D'abord, un projet de loi, ça marche tant qu'il n'y a pas un autre gouvernement qui vient le défaire. Ça lui met une pression. La gestion de l'offre est peut-être le secteur le plus difficile à protéger. Les Américains le veulent depuis longtemps. Ils veulent casser ça. Ils veulent absolument ouvrir le marché canadien aux produits laitiers, beaucoup du Wisconsin puis de cette région-là autour des Grands Lacs, qui serait catastrophique pour le modèle et la qualité des produits que les Québécois consomment.
Fait que c'est difficile à protéger, fait que ça prend une volonté claire du Parlement fédéral et il n'y aura pas de volonté claire du Parlement fédéral sans un nombre important de députés du Bloc. Le milieu agricole est un peu pogné, là. C'est vraiment de faire en sorte que les régions se lèvent pour s'assurer d'avoir une voix dans le futur Parlement. Les autres secteurs, on est capable peut-être de négocier un peu plus à la pièce sur des durées, sur des chiffres, mais la gestion de l'offre, ils veulent carrément, ultimement, ils veulent la détruire. Et ça, c'est un enjeu qui va demander de la solidarité et du bon jugement de la part de tout le monde. Parce que si on perd ça, on ne le réalise pas aujourd'hui, là. Ouais. Si on perd ça, c'est l'ensemble d'une économie de base de toutes les régions du Québec qui, en très peu de temps, va tomber par la concentration ou par des faillites. Puis après ça, on va acheter des produits américains avec davantage d'usage d'hormones, de médicaments, d'antibiotiques. Puis ça va être ça qu'il va y avoir sur nos tablettes. Ce que vous me dites, c'est que c'est une occasion un peu de repenser à comment être des Québécois à l'intérieur du Québec. Ça m'a pris un certain temps avant de me dire, OK, il faut faire dans ce dossier-là, comme je fais dans tous les autres, comment transformer le problème en opportunité? Comment utiliser cette négociation-là pour que les secteurs économiques du Québec puis les secteurs économiques de la vallée du Richelieu sortent renforcés dans ça, en disant « Ah, on est allé chercher quelque chose. » Je me répète, la meilleure manière de le faire, c'est de s'arranger qu'Ottawa ne puisse pas prendre de décision contre la volonté du Québec. Merci beaucoup, M. Blanchet. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une bonne campagne électorale. Merci beaucoup, Mme Auril, également à vous aussi. Ça va être un plaisir. Merci. Merci. On accueille maintenant en studio Marilyn Nadeau, qui est préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu et maire de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, Marilyn. Bonjour. Donc, on revient sur la séance du Conseil de la MRC. Oui, effectivement, qui était... Assez achalandé. Ah oui, vraiment. Donc, on a eu quand même des belles résolutions. Puis aussi, on a une invitation à tous les citoyens et citoyennes de la Vallée du Richelieu. OK. Donc, je pars tout de suite avec ça, avec la chasse aux œufs. Oh oui! Oui, qui arrive en même temps que Pâques, en fait. Oui, bien... Puis c'est notre 3e édition. Mm-hmm. Puis le vernissage se fait le 3 avril au centre d'achat, le Mail-Montenac. Ouais. Puis après ça, à partir du 5 avril, on va pouvoir aller voir sur les heures d'ouverture du centre d'achat ce musée éphémère qui va représenter des œuvres originales de nos artistes. Oui, justement, on a discuté à l'émission avec Mme Brochu. Puis c'est une occasion incroyable pour les gens de découvrir l'art de la région d'une façon intéressante puis amusante avec les enfants aussi. Et oui, vraiment. Sur un ordre plus sérieux, les tarifs douaniers, ça a été un point à votre agenda. Oui, bien exactement. Vous savez, on travaille beaucoup, autant les maires, mairesses que nos députés, pour essayer de voir comment on peut s'en sortir ensemble. Donc, l'équipe de développement économique de notre MRC travaille beaucoup pour se tenir au courant des subventions, des solutions possibles. Donc, on invite tous les entrepreneurs et entrepreneurs à contacter cette équipe formidable du développement économique pour voir à des solutions ensemble et de voir peut-être des opportunités à travailler mieux ensemble. On va donner le numéro de téléphone, le 1-877-464-4188. On pourra l'afficher à l'écran. Donc, si on a une entreprise puis on est soucieux là, des tarifs qui peuvent nous affecter, on appelle à la ligne. Et voilà. Réseau de transport métropolitain. Oui, en fait, on avait une résolution pour appuyer EXO, qui est l'opérateur du transport en commun, surtout dans notre région. Puis, on fait une demande formelle au ministère des Transports et de Mobilité durable, en fait, à revoir leur structure de gouvernance. Nous, on veut quelque chose de plus local, qu'on puisse travailler ensemble au développement au transport collectif de notre région. On est les meilleurs placés pour savoir c'est quoi notre besoin. Donc, c'est une demande formelle qu'on fait à notre ministère des Transports. Puis en parlant des transports, il y aurait aussi un point sur la loi sur la voirie, un peu le caractère désuet de cette loi-là qui n'englobe pas les enjeux actuels. Vous avez tellement bien parlé. La loi sur la voirie, ça fait longtemps qu'elle existe. Elle a besoin d'être actualisée et on demande qu'elle soit revue avec ces besoins-là, qui est surtout du développement durable. Et dans notre région, on le sait, on veut faire du vélo, on veut marcher, on veut participer justement à notre développement du territoire. Donc, on veut actualiser cette loi-là. Donc, ça prendrait des efforts un peu provinciaux pour venir modifier ça, parce qu'on sait que des fois, c'est bien d'avoir des bonnes intentions, comme de développer
Des voies. La mobilité durable, mais il faut que l'argent suive. Exactement. Puis en travaillant cette loi-là, bien, pourrait nous permettre, nous, d'être encore mieux proactifs, évidemment, de concert avec le ministère des Transports et les argents qui suivent. Passerelle piétonne. Oui, bien justement, c'est un autre travail qu'on veut faire toujours dans la mobilité durable. On a donné un contrat, en fait, pour des services professionnels pour l'idéalisation d'une passerelle piétonne. Donc, le contrat a été donné à WSP Canada Incorporé, donc qui avait soumissionné. Puis, on veut voir cette passerelle-là piétonne qui pourrait joindre Ottoburn Park de l'autre côté, autant de McMasterville ou Belleuil. Donc, ce travail-là, on veut le voir, comment que ça pourrait se définir. Donc, c'est vraiment un pas de géant dans notre région. C'est le cas de le dire. Ouais. On continue dans l'infrastructure. Le patrimoine bâti, c'est encore quelque chose d'important pour vous. Oui, en fait, la MRC, on a quand même un pouvoir de désaveu et tout ça dans le fond, la démolition de nos bâtiments patrimoniaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est de revoir notre inventaire, l'actualiser. Donc, on a donné un contrat à Passerelle coopérative de travail pour voir à nos bâtiments et de concert avec nos sociétés d'histoire locale. Donc, on veut faire ce travail-là pour la suite, garder justement nos racines là, bien vivantes. Non, c'est bien d'allier justement les personnes qui peuvent construire ou arranger l'infrastructure avec des historiens, pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important puis il est moins. Exactement. Des fois, ça peut être une fenêtre, ça peut être juste la structure, mais de garder cette histoire-là bien vivante. Il y a aussi des nouvelles positives au Conseil, comme beaucoup de fonds là, qui ont été prévus pour soutenir des projets, en commençant avec le fonds d'appui à l'entrepreneuriat collectif. Oui, en fait, on est bien content aussi que cette demande vienne du bassin de Chambly. En fait, c'est aux sources du bassin de Chambly. C'est un organisme qui travaille beaucoup, beaucoup pour leur milieu. Puis, ils veulent avoir une salle multifonctionnelle. En fait, c'est un aménagement audiovisuel pour permettre d'avoir des formations, entre autres, et recevoir d'autres organismes dans ce local-là. Donc, on vient les soutenir là, jusqu'à 10 000 là, pour leur projet. Fonds de programme rural. Oui, Vitalité rurale là, permet vraiment aux petites municipalités de se revitaliser. Et pour ce mois-ci, c'est quand même 3 municipalités là, du Nord, comme on appelle. Donc, nous avons Saint-Antoine-sur-Richelieu qui va fêter leur 275e anniversaire. Puis, c'est pour un héritage vivant et un avenir rayonnant. Donc, je trouve ça vraiment beau. Et c'est quand même à la hauteur de 25 000 Nous avons Saint-Charles-sur-Richelieu qui a déposé aussi un projet de revitalisation du parc des 6 comtés et c'est d'un montant de 15 000 qui a été octroyé pour qu'ils puissent revitaliser ce projet. Ensuite, la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu qui veulent avoir un nouveau mobilier urbain dès cet été. Il y a eu un montant de plus de 15 000 Donc, on est vraiment contents pour nos petites municipalités qui ont toujours un sens très créatif à revoir leur milieu. Non, puis c'est justement de l'argent qui vont directement dans des projets de ces municipalités-là, puis les citoyens vont pouvoir en bénéficier rapidement. Exactement. Sur une note un peu plus sensible, là, il y a aussi un fonds qui va être attribué pour l'école Le Repère. Oui, exactement. Une école alternative qui reçoit des personnes ayant des besoins différents. Donc, c'est pour un aménagement des locaux qui est prévu quand même là, en mai jusqu'en août 2025. Le projet se situe dans la ville de Belleuil. Puis, il y a eu un montant accordé quand même de 20 000 pour ce projet-là. C'est sûr qu'on aimerait que le ministère de l'Éducation prenne leurs responsabilités vraiment au sérieux pour ceux qui ont des parcours différents, mais on vient quand même soutenir ce projet. Parce que techniquement, ce serait une compétence. L'éducation est une compétence provinciale. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'au Conseil, là, il y a eu un vote dissident là-dessus. Exactement. Parce qu'on le sait qu'on doit aider, hein? Mais en même temps, on sait que le ministère des excusez, je suis habituée, le ministère de l'Éducation devrait prendre ses obligations au sérieux. Je comprends. Et pour terminer, développement culturel. Oui, vous savez, on aime bien ça, le développement culturel dans la région. Donc, on a eu quand même beaucoup d'octrois de dons aux organismes. En fait, il y a l'organisme
qui s'appelle Les mots s'animent, qui est situé à Saint-Basile-le-Grand, qui a eu un montant de plus de 18 000 pour ce beau projet-là. Ensuite, nous avons eu la Grande Trappe, qui a un montant de 8 000 qui a un projet, en fait, qui s'appelle Les Tournées Bonheur chez vous. Ensuite, l'artiste Antoine Tumine de Mont-Saint-Hilaire, qui a un projet Le Corps du paysage, qui a un montant de plus de 5 000 Et ensuite, l'artiste Pierre Caval de la ville d'Otterburn Park, qui a eu un montant de 16 000 pour Voyage dans les boisés de la vallée phase 1. Donc, on aime ça. C'est créatif dans la C'est réalisation. créatif, ça n'arrête pas. Marilyn, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes préfet de la MRC de la vallée du Richelieu et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Au plaisir. Je cherche un produit du Québec à offrir. Ah, j'ai ce vin-là, entièrement cultivé ici. Ça lui donne un goût unique, un coup de cœur. Ou ce rhum préparé ici avec des ingrédients de chez nous et de la caña de azúcar de Mexico. Et ce Sangiovese d'Italia è un prodotto che arriva direttamente dalla Puglia. Ma è stato embouteillé ici par des gens d'ici. Avec du spag, c'est pas mal bon. Ah ben, grazie beaucoup. Là. Il y a plusieurs façons d'acheter québécois. Repérez nos 3 identifiants à la SAQ. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. On retrouve en studio Mme Sabrina Brochu, qui est conseillère en culture à la MRC de la vallée du Richelieu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. On parle aujourd'hui de la 3e édition de la chasse aux œuvres d'art qui va se dérouler au mois d'avril. Exactement. Eh oui, une 3e édition de ce projet, on doit le dire, bonbon. Donc, la chasse aux œuvres, 100 œuvres qui ont été créées par des artistes, donc 16 artistes de la région en équipe de 4. Donc, chaque équipe, 25 œuvres, 100 œuvres qu'on remet à la population là, qui participe à notre petit rallye. Qu'est-ce qui est spécial avec cette activité-là? Pourquoi c'est une activité forte là, de l'année en culture à la MRC? Beaucoup de choses. Je pense d'abord parce qu'on met en valeur le travail de nos artistes, on fait valoir la culture et on fait valoir également notre territoire. Donc, on met en valeur nos attraits, notre patrimoine. Principalement, cette édition-là, je dirais, où est-ce que les indices vont porter sur le patrimoine bâti. Donc, ça permet de découvrir notre région, autant pour la population locale que les excursionnistes qui viennent nous rencontrer le temps de quelques week-ends, fin de semaine du mois d'avril. En effet, ça peut être une bonne occasion justement d'aller découvrir des morceaux de la région qu'on n'a pas encore vus. Ça s'adresse à quel type de personnes, cette chasse au trésor-là? Je dirais que population en général est vraiment, là, on a des participants qui sont des familles, des couples avec sans enfants, des grands Sans enfants, vous dites pas petits. 100, 0, là. Ah, c'est ça, OK. exactement. Exactement. Donc, on peut le faire de tellement de façons différentes, cette chasse, parce qu'on peut prendre le temps de s'arrêter, découvrir les entreprises locales, s'arrêter pour admirer le paysage. Donc, cette année aussi, parce qu'il y a 3 façons, dans le fond, de faire la chasse. On peut le faire en tant qu'intrépide. Donc, on est rapide, on va être le premier sur le terrain, premier arrivé, premier servi. On trouve l'affiche. On détache la reproduction. La reproduction devient la monnaie d'échange pour obtenir l'œuvre originale. OK. Donc, ce n'est pas les œuvres en tant que telles qui sont cachées, c'est des représentations des affiches. Exactement. Une image qu'on détache, qu'on prend. Bien sûr, c'est pour protéger nos œuvres d'art.
ce qui nous permet de les avoir en exposition pendant le mois de la chasse aux œuvres au Maïmondac. On pourrait y revenir. Donc là, l'intrépide, premier arrivé, premier servi. On peut être explorateur, exploratrice, prendre notre temps, faire plusieurs cachettes, vraiment s'arrêter pendant qu'on fait notre chasse au trésor. L'avantage avec l'explorateur et l'exploratrice, c'est que ce n'est pas un compte à rebours, là. C'est un code QR qu'on a à balayer. On a trouvé la cachette, on remplit le formulaire et là, les œuvres sont remises par tirage au sort. Donc, ça donne encore plus de chances de gagner. C'était un petit ajustement là, qui a été demandé à nos participants de l'année passée, là. Pour les personnes qui veulent plus visiter, prendre leur temps de regarder que de chercher le plus vite possible les indices. Oui. Et puis, il y avait un couple qui était venu me rencontrer justement au centre d'exposition qui avait fait 20 cachettes l'an passé. Et chaque fois, il est arrivé trop tard. Donc, je les salue. C'est eux qui ont inspiré que ça soit vraiment un formulaire qu'on puisse remplir là, pour donc 40 œuvres qui sont réservées de cette façon-là. Mais cette année, on est encore plus accessible. Ah! On fait un rallye qu'on appelle chercheurs ou chercheuses sédentaires. Donc, dans le confort de votre foyer, vous pouvez participer à la chasse aux œuvres cette année. C'est le même concept. On va vous amener sur le site Internet de la MRC, mrcba.ca, dans la section géomatique. Il y a une carte qui s'appelle Balade patrimoniale. Les indices portent sur cette carte-là. Donc, la seule différence, vous allez faire le même rallye que tout le monde, mais vous allez remplir un formulaire là, quand vous allez avoir trouvé de quelle maison on parle. Les indices, c'est un petit détail architectural d'une maison. On fait un jeu d'association. Il faut trouver la bonne maison associée au détail architectural. Ça nous donne l'adresse. Voilà, on complète le tout. Ces 20 œuvres réservées pour les chercheurs et chercheuses sédentaires seront données par tirage au sort parmi tous les participants. Mais c'est une idée extraordinaire, justement, d'essayer de rendre ça ludique, d'avoir une activité comme ça qui peut aller chercher, j'imagine, des gens qui ont moins l'habitude de consommer la culture de la région. Tout à fait. Puis je dois dire que la collaboration qu'on a avec le Maïmondac, d'avoir une salle, un local accessible qui nous permet de faire une exposition éphémère, nous permet vraiment de rejoindre un nouveau public, de gens qui, au passage, décident de s'arrêter, n'ont peut-être pas l'habitude de se rendre dans les lieux d'art traditionnels, qui ont peut-être un malaise par rapport au musée. Il y en a. Donc là, on est vraiment accessible au plus grand nombre. Ça Avec donne ce une projet. occasion, justement, par le jeu, de s'imprégner de la culture, ce qu'une personne pourrait ne pas faire dans son habitude. Tout à fait. Puis les artistes nous ont emmenés dans des directions complètement différentes, les 4 équipes. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, qu'on aime ce qui est plus figuratif, ce qui est plus conceptuel, contemporain, abstrait. Donc, on peut vraiment aller à la chasse des œuvres que l'on préfère en suivant vraiment les indices par numéro d'œuvre. Puis on donne du beau. C'est pas donc bien merveilleux, ça. On donne du beau. Bien, est-ce que c'était pas ça, justement? Si on revient un peu en arrière, là, c'est la 3e année, mais au départ, là, vous avez eu cette idée-là, là, ça venait de où? Là? C'était pour combler quel besoin? Bien, on sortait de la pandémie, le temps était morose, on avait vraiment besoin d'un projet qui allait apporter du beau, de la joie, qui allait être ludique. C'était la même chose pour nos artistes, ils ressentaient vraiment le besoin, tu sais, en étant artiste, on est souvent isolé dans notre atelier à travailler seul. Depuis très longtemps, les artistes demandaient des occasions de se rencontrer, de se voir. Il y avait dans le temps là, une fête des arts qui faisait un peu ça, là, qui amenait les artistes ensemble. C'était une grande fête là, pour célébrer les arts visuels. Les artistes créaient aussi en groupe là, des œuvres collectives. Donc, on s'est inspiré d'un peu de tout ça. Ça doit aider que je suis une maman d'un garçon de 5 ans puis qui adore faire la chasse au coco. Donc, tout ça mêlé ensemble nous a donné la chasse aux œuvres là, qui est devenue une tradition, finalement, chez nous, dans la vallée du Richelieu. Puis ça prend, justement, comme vous dites, un événement fort de l'année. Vous travaillez toute l'année là-dessus. Donc, ça va être bientôt que ça va commencer. L'exposition sera du 5 au 27 avril au Maire Mortenac à Belleuil. Et on peut... c'est gratuit. Donc, on peut s'inscrire ou commencer tout de suite ou attendre le dévoilement des indices. Ce sera à tourisme-vallée-du-richelieu.ca. Vous avez aussi parlé du site de la MRC de la Vallée du Richelieu où j'imagine on peut avoir les informations plus nécessaires. d'informations, exactement. Oui. Madame Sabrina Brochu, je rappelle, vous êtes conseillère en développement culturel à la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et j'invite tout le monde à la maison à participer à cette belle activité-là qui peut nous rapprocher de notre culture et faire qu'on peut avoir du fun aussi avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous.
On accueille en studio Mme Nadine Viault, qui est mairesse de Belleuil. Bonjour, Mme Viault. Bonjour. Donc, merci d'être présente aujourd'hui, même si vous êtes un peu malade déjà. Oui, bien, c'est toujours important de parler à la communauté. Hein? Oui, puis là, il y a un gros rendez-vous qui s'en vient. La table citoyenne, ce sera le 13 avril. Oui, bien, depuis le début du mandat en 2021, on a mis en place des tables de quartier. Puis là, on vient faire un peu le bilan de ces tables-là. Alors, on propose à la population le 13 avril prochain, de 10 à midi, c'est un dimanche matin, café viennoiserie, un moment d'échange avec les conseillers municipaux. Je vais être présente aussi, super en forme. Puis ça permet en fait d'établir des liens de communication super positifs, de faire le bilan aussi des projets qui ont été discutés dans les tables de quartier des dernières années. Puis ultimement, bien, d'avoir un moment d'échange sur toutes sortes de projets qu'on peut avoir. Puis même entre voisins, c'est un beau moment pour se parler. On demande aux gens de s'inscrire, si possible, sur notre site Internet pour être capable de compter nos croissants. Là. Avoir assez de café pour tout le monde. Mais voilà, c'est bienvenu à toute la population. Oui, puisqu'à part les séances du conseil municipal, c'est pas tous les jours on a la chance de parler avec les élus de la municipalité. Non, puis c'est vraiment à la bonne franquette. Là, on veut faire quelque chose de très sympathique. Là, donc, n'hésitez pas, venez amener votre voisin. Si vous avez des bonnes idées, des questions, quoi que ce soit, on va être là. C'est un rendez-vous. Oui. Budget participatif 2025, une mention pour l'éducation et citoyenneté. Super intéressant. Donc, on a décidé de miser sur le vivre ensemble avec nos écoles primaires, secondaires, puis le voisinage, l'environnement. Donc, on propose aux écoles de nous soumettre des projets qui pourraient permettre, dans le fond, autant à l'école de bonifier l'offre de services qu'ils ont, mais en extérieur, pouvoir permettre aussi à la population d'en bénéficier. Donc, je ne sais pas moi, une classe verte ou autre chose pourrait venir ajouter autant pour l'école que pour la population des projets intéressants. Et on va faire voter la population. Là, les écoles ont jusqu'au 18 avril, merci, pour soumettre leur projet. Puis par la suite, là, on va inviter la mobilisation citoyenne. On espère que les écoles vont se mobiliser et que nos jeunes aussi vont en profiter pour donner des bonnes idées pour leurs écoles. C'est une occasion à prendre pour les jeunes. On peut se sentir quand on est plus jeune qu'on ne peut pas avoir un impact, qu'il y a des blocages. Donc, là, c'est l'occasion justement d'aller chercher l'argent qu'on a besoin pour accomplir des projets. Concrètement, rendre possible des rêves en projet pour nos jeunes, puis leur dire que leur implication citoyenne vaut la peine. Sentiment d'appartenance aussi pour la communauté, c'est juste du beau puis du bon qui s'en vient. Encore une fois, sur le site Internet pour les détails. Oui, absolument. Parlant de jeunes, inauguration de la Maison des jeunes. Ah, ça, je suis tellement contente. Là. L'année dernière, à pareille date, on se posait la question si on allait devoir fermer le bâtiment parce qu'on ne réussissait pas à trouver les sous pour être capable de faire tous les travaux qu'il y avait. L'administration a dit non, c'est important, il faut trouver une solution. On s'est mis ensemble puis on a trouvé une solution. On a réussi à faire les travaux à l'interne, donner des petits contrats, ce qui a fait en sorte que le 12 mars dernier, on a pu inaugurer les nouveaux locaux. Il y a des portes ouvertes le 29 mars prochain pour les jeunes 12-17 ans qui veulent découvrir la Maison des jeunes. On a vu un sentiment d'appartenance être arrivé, une croissance des utilisateurs presque instantanée avec ces travaux-là. Donc, bien heureuse que nos jeunes ados aient un endroit. Dans votre ancienne vie, vous étiez plus proche aussi des maisons des jeunes. Pourquoi c'est important, une maison des jeunes? Qu'est-ce que ça fait concrètement dans la vie d'un jeune qui peut en avoir besoin? Oui, c'est vrai, j'ai été présidente du conseil d'établissement de la Maison des jeunes Quatre Fenêtres. En fait, on voit que la Maison des jeunes répond à toutes sortes de besoins. Des fois, c'est une deuxième famille qu'on vient se créer, un cercle d'amis qu'on ne réussit pas nécessairement à avoir à l'école. D'autres fois aussi, on voit des jeunes qui ont plus de difficultés que d'autres. Puis, honnêtement, je suis convaincue que la Maison des jeunes a aussi sauvé des vies chez nos ados. Donc, jusque-là. Alors, c'est du beau, c'est du bon. Il y a plein de sortes d'activités extraordinaires. C'est un lieu de rassemblement, mais c'est tout ça à la fois. Donc, l'importance de mettre en place des services comme ça, c'est hyper important. Un petit rappel aux gens à la maison aussi pour la bibliothèque qui va avoir un déménagement bientôt, oui. Donc, se rappeler que du 30 mars, on ferme la bibliothèque jusqu'au 16 mai. Donc, 13 mai, mes neurones font défaut. Mais on va avoir un point de service pendant les travaux majeurs de l'agrandissement de la bibliothèque. Pendant ce temps-là, bien évidemment, on a 90 000 livres à déménager, qui n'est pas peu de choses. On a donné un contrat pour nous aider à faire ce déménagement-là. Donc, rappeler à la population qu'ils ont jusqu'au 30 mars pour ramener leurs livres, puis que dès la mi-mai, on va pouvoir recommencer au point de service là, à reprendre les livres.
Un point qui est aussi très important pour le conseil municipal, le programme d'amélioration des infrastructures récréatives. Et on avance dans ce projet-là, ça va super bien. Donc, on se rappelle qu'on a besoin de moderniser nos infrastructures. Il y a des infrastructures qui sont manquantes. La priorité puis l'urgence était à l'aréna. Donc, il nous faut une aréna de glace. On a donné un contrat pour faire le programme fonctionnel et technique. Donc, de s'assurer d'avoir tout en main à l'intérieur de l'infrastructure pour pouvoir aller de l'avant vers des demandes de financement, aller de l'avant concrètement vers notre nouvelle aréna. Donc, très intéressant. Puis aussi, réaménager, repenser complètement l'environnement du parc Lorne Worsley, là où on retrouve le soccer, le baseball, l'école secondaire, le premier parc à chiens, on a du pickleball, on a de la pétanque. Donc, comment qu'on peut revoir l'ensemble de ces besoins-là pour optimiser, pour s'assurer que nos associations sportives, là, ils trouvent le meilleur, puis que les résidents autour trouvent également le meilleur. Donc, on est en train de réfléchir à ça. On a donné un contrat d'aménagement paysager pour justement être capable de reproduire nos installations là, pour le mieux de tout le monde. Je comprends que l'objectif, c'est d'avoir une vision à moyen, long terme, en pensant aussi que la population va augmenter. Parlant de ça, vous avez pensé à une nouvelle structure organisationnelle au niveau de la gestion de la municipalité. Oui, bien en fait, on se rend compte dans n'importe quelle organisation à quel point on peut devenir fragile, puis il faut qu'on soit capable de travailler par projet. Surtout pas compter sur une seule et unique personne pour être capable de prendre les décisions. Donc, on est en train de descendre dans l'équipe de gestion, tous les rôles organisationnels. On crée aussi un conseiller et conseillère au développement économique pour soutenir nos entreprises dans un moment d'incertitude comme celui-là. C'est le temps de pouvoir appuyer nos entreprises locales et aussi faire de la prospection pour être capable d'attirer des nouveaux commerces de proximité. C'est ce qu'on cherche. On a aussi mis en place un programme pour soutenir l'arrivée de nouveaux commerces dans le territoire du Vieux-Belleuil, qui va de la rue du Vernet jusqu'au Vieux-Belleuil qu'on connaît. Donc, on travaille fort, on ne chôme pas. C'était un lundi là, pétillant de beaux projets qui est arrivé en séance du conseil. Madame Villot, merci beaucoup pour ces explications sur le conseil municipal. Je vous souhaite de prendre un peu de temps là, pour vous remettre de votre maladie, puis de revenir en force là, pour le reste du printemps. Ah, merci. Oui. On retrouve en studio Martin Dulac, qui est maire de McMasterville. Bonjour, M. Dulac. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On débute en parlant de la question que les gens peuvent se poser dans la région. On a vu la faillite de Nordvolt en Suède. Qu'est-ce qui se passe ici chez nous? Bien évidemment, ça amène beaucoup d'incertitudes, puis je comprends les gens de se poser des questions à savoir qu'est-ce qui va arriver pour la suite du projet. Donc, pour l'heure actuelle, la société nord-américaine, elle est toujours en opération. Donc, l'annonce qui a été faite, les décisions qui ont été prises par le conseil d'administration concernent la société suédoise. Donc, pour l'instant, le projet est toujours viable ici au Québec, plus spécifiquement sur le territoire de McMasterville, Saint-Basile-le-Grand. Donc, tout comme la population, on est aussi en attente de voir quelle sera la suite des choses. Donc, on demeure à l'affût de l'actualité pour voir comment va évoluer le projet de Nordvolt. Donc, les constructions qui sont déjà en cours, comme l'accès temporaire, ça se poursuit. L'accès temporaire se poursuit puisque ça, c'est organisé par un bureau de projet là, qui regroupe les deux villes de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. Peu importe ce qui va arriver avec le projet Nordvolt, maintenant que le site a été partiellement préparé, ça va être important qu'il y ait un accès direct au site là, via la route 116 plutôt que la route 223, qui n'est pas une route adaptée là, pour le camionnage. Donc, les travaux pour l'accès temporaire suivent leur cours, devraient être terminés au cours du printemps. On continue de suivre le dossier avec intérêt. Pour favoriser l'achat local, vous avez instauré une politique à McMasterville. Ben oui, on est dans une situation aussi d'incertitude économique là, avec ce qui se passe du côté américain, le nouveau président là, qui parle de plus en plus là, d'imposer des tarifs. Donc, il faut protéger notre économie. Une des façons qu'on peut le faire, nous, comme municipalité, c'est en privilégiant l'achat local. Donc, on tourne le dos aux Amazon et autres fournisseurs en ligne pour se concentrer sur nos commerçants locaux. D'ailleurs, j'invite les citoyens et citoyennes à faire de même, donc à privilégier l'achat local. Donc ça, on a d'autres nouvelles aussi, des nouvelles un peu plus positives avec le printemps qui s'en vient.
il y a une nouvelle programmation qui va commencer à McMasterville. Oui, absolument. Donc, on est au printemps, quoique lorsque je suis arrivé en c'est studio, le printemps, là, il neigeait OK. encore. Oh, oui. Mais simplement revenir sur la période hivernale, on a eu une belle saison du côté de notre patinoire extérieure réfrigérée. On a eu 95 jours d'utilisation cette année, donc c'est quand même pas mal. Un petit peu moins que les autres années. Par contre, du fait que le 15 mars dernier, on a eu quand même eu des températures là, qui ont frôlé les 20 degrés. Donc, ça rend la glace impossible à maintenir là, malgré qu'on a un système de réfrigération. Donc, on a dû mettre fin à la saison de patinage. Malgré tout, on a eu 8400 patineurs qui ont fréquenté l'infrastructure cette année. Donc, ce n'est pas rien. On est très heureux d'offrir cette infrastructure-là à nos citoyens et à la communauté. Maintenant, on tourne la page, on regarde vers le printemps. Donc, dès aujourd'hui, 26 mars, on a une programmation qui a été préparée par notre service récréatif et culturel pour le printemps qui s'en vient. Donc, une foule d'activités. Il est possible de s'inscrire en ligne sur le site de la Ville. On parle de pickleball familial, on parle de volleyball intérieur, également badminton, une foule d'activités pour rester en forme. Donc, j'invite les gens à consulter la programmation sur le site. Oui, puis pour le site aussi de la patinoire, il va également avoir du deck hockey, puis on va pouvoir continuer à utiliser les infrastructures durant l'été. Effectivement, il y a de l'activité à longueur d'année là, sous le toit de McMasterville. Donc, avec le printemps qui s'en vient, ce sera le retour là, de la Ligue de deck hockey. Donc, deck hockey l'échappée là, qui organise des parties sur le site de la patinoire. Également, le retour de notre équipe locale de hockey-ball, donc le Mobux, qui prépare sa saison. Donc, on va inviter les gens à venir encourager le Mobux et à participer à cette ambiance qui est très festive. Électrisante. Électrisante même. C'est vraiment un beau spectacle qui est offert par le Mobux. Également, il y a le retour du Grand Bazar communautaire. Grand Bazar communautaire qui est de retour pour une 4e édition. Donc, c'est une belle initiative qui est mise en place à McMasterville où les gens se regroupent pour vendre leurs articles usagés. On accueille une foule à chaque année, là. Donc, les gens qui veulent en profiter de l'occasion pour vider le garage, le cabanon et le sous-sol. Donc, on vous invite à vous inscrire au bazar dès le 1er avril. L'événement aura lieu le 17 mai. Donc, c'est comme un peu... des fois, il y a des journées dans les municipalités où on permet aux gens de faire une vente de garage, mais là, c'est l'occasion de toutes les regrouper. Donc, ça va être l'endroit pour faire des bonnes aubaines, je pense. Bien, absolument. Donc, les gens apportent leurs articles dans le stationnement de l'hôtel de ville. Alors, ça crée beaucoup de mouvements. Les gens sont curieux, les gens viennent voir. Puis, il y a aussi une ambiance qui est très intéressante. Il y a de la musique, il y a des hot dogs, il y a des jeux pour les enfants. Donc, c'est vraiment une belle journée à passer en famille. Merci beaucoup, M. Dulac, d'avoir fait comme ça la prévision des activités qu'il va y avoir dans votre municipalité. On continue, comme je l'avais dit, de suivre le dossier de Nordvolt de près. Puis vous êtes invité ici à venir nous parler le plus rapidement possible également. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer à TVR9. Merci beaucoup. Je cherche un produit du Québec à offrir. Ah, j'ai ce vin-là, entièrement cultivé ici. Ça lui donne un goût unique, un coup de cœur. Ou ce rhum préparé ici avec des ingrédients de chez nous et de la caña de azúcar de Mexico. E ce Sangiovese d'Italia. È un prodotto che arriva direttamente dalla Puglia. Ma è stato embouteillé ici par des gens d'ici. Avec du spag, c'est pas mal bon. Ah ben, grazie beaucoup. Là. Il y a plusieurs façons d'acheter québécois. Repérez nos 3 identifiants à la SAQ. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.
y voici. Ce soir, c'est le dernier événement avant les travaux de rénovation du centre culturel. Le réaménagement de la bibliothèque. Et dans cette salle, on nous promet de conserver l'âme, votre âme. On va conserver les boiseries. On va conserver le plafond qui craque. C'est notre fantôme du sable. Notre transformation permettra d'avoir des fauteuils fixes comme ce soir qui seront sur des gradins rétractables afin de trouver un plancher plat pour avoir des formules cabaret ou encore des spectacles où on va pouvoir danser. Préparez-vous à vous amuser. Ces travaux seront d'une période de 18 mois, peut-être 20. Mais, il y a 18 mois, rappelez-vous où vous étiez. Ici, on avait Sylvain Cossette, Tocadéo, Marc Messier, Gaz Bardot. Ça s'est passé vite. Donc, demain, nous allons nous retrouver dans un espace repensé, moderne, pour votre confort. Pendant cette période, pour maintenir nos activités, nous allons présenter une série de spectacles à la Maison de la Culture Villebon, juste à côté de la bibliothèque. C'est vrai, Villebon, c'est un lieu de 60 places. Mais à la suite de plusieurs démarches, et là, je vais vous faire des confidences, on a essayé de trouver un plus grand endroit. Mais on était conscients parce que tous les gens de la communauté, que ce soit le milieu corporatif, les loisirs culturels, viennent ici pour faire leurs spectacles, leurs conférences, leurs événements. Donc, à l'ailleurs, il n'y en avait pas. On a quand même fait des tentatives. On a regardé au niveau des églises. Mais aller dans un autre endroit, il faut monter, démonter à chacun des spectacles. Ça demande énormément de frais supplémentaires. Et question bête, il n'y a pas de toilette ou à peu près dans les églises. C'est bête. Il faut penser à ça. On a pensé à la salle du manoir Campbell où Yvon Deschamps faisait leur spectacle. On a déposé une demande à la ville de Saint-Hilaire, mais étant à la recherche de promoteurs, mais il ne voulait pas que cette salle-là soit monopolisée pour le futur opérateur du lieu. Donc, c'est là que nous sommes arrivés à la conclusion que Villebon nous offrait toutes les possibilités pour nous accueillir. Et pour cette raison, il y aura moins de spectacles parce que Villebon va continuer à faire ses activités. Alors, on vous remercie de votre compréhension. Vous êtes des fidèles clients, vous êtes précieux pour nous. Et puis, on va poursuivre de notre mieux. Et étant dans les remerciements, j'en profite pour remercier le conseil d'administration de diffusion de la coulisse, Odette Ouellette, Rita Langelier, René Trudel, Julie Lavoie, Réal Janotte, Michel Sainte-Marie, Jocelyn Morbier. Il y a l'équipe du Centre culturel. C'est pas une équipe, c'est une famille. Je pense à Hélène, Robert, Mylène, Cassandra, Sylvain, Hugo, Sarah Maud, l'équipe d'accueil, toute l'équipe des techniciens qui sont là dans le jour pour monter le spectacle. Plusieurs d'entre eux sont sur pause pendant cette période-là. On les attend avec beaucoup d'amour pour le retour. Alors, merci beaucoup. On va débuter. Et pour débuter, Mylène va vous expliquer le déroulement de la vente qui va débuter. Donc, au niveau de la mise en vente, donc,
des billets. La vente commence donc demain, le 18 mars à midi, sur le web, en personne et par téléphone. Mais comme à l'habitude, on vous recommande de vous diriger vers l'achat en ligne. C'est plus rapide et ça vous évite l'attente au téléphone et en personne. Et on se doute que cette année, les billets vont partir assez rapidement. Donc, par contre, la billetterie physique restera ouverte au moins tout le mois de mars, que ce soit pour l'achat de billets ou pour récupérer vos billets. On prévoit de déménager la billetterie à la Maison Villebon à la mi-avril, mais je vous recommande quand même de vérifier le site web ou d'appeler pour consulter la boîte vocale de la billetterie avant de vous déplacer pour rien. Voilà, c'est ce qui complète. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un qui est intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information nécessaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.